L'élite mondiale se réunit à Davos. Et elles ont de grands projets pour le monde. Après que leur plan précédent se soit effondré. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. La réunion annuelle du Forum économique mondial a eu lieu la semaine dernière à Davos, en Suisse. C'est là que des milliers de chefs d'entreprise, de politiciens et d'autres personnes influentes se réunissent pour parler de l'amélioration de l'état du monde. Ou du moins, c'est ce qu'ils se disent. Et je dis, tant mieux pour eux. Après tout, la pandémie a été dure pour l'élite mondiale. D'accord, collectivement, elles se sont enrichies de 1,7 trillion de dollars. Mais à quoi sert toute cette richesse si vous ne pouvez pas la montrer à vos amis? Et après 2 longues années, les riches peuvent à nouveau prendre leur jet privé pour se réunir à Davos. Il est tellement plus facile d'étaler sa richesse croissante lorsqu'on se trouve tous dans la même salle coûteuse et qu'on boit le même vin coûteux. L'exploitation des inégalités mondiales se marie bien avec un vin rouge corsé. Mais je dois dire que Davos a été un peu décevant cette année. Il n'y avait pas de célébrités. À cause de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il n'y avait pas d'oligarques russes. Et pas d'oligarques russes signifie pas d'after-party de Davos avec des prostituées russes. Ce qui était apparemment une chose. C'est ce que dit le journaliste qui a écrit le livre Davosman. Il a vu des capital risqueurs quitter les tables rondes sur le trafic d'êtres humains, puis se taper dans le poing parce qu'ils avaient été invités à une fête organisée par un oligarque russe qui faisait venir des prostituées de Moscou. Comme je l'ai dit, améliorer l'état du monde. Donc pas de célébrités, pas d'oligarques russes ou de prostituées, pas même un dirigeant chinois autoritaire qui fait son charme. En fait, la Chine était à peine présente à Davos grâce aux restrictions du zéro Covid. Pourquoi les gens paient-ils 29 000 $ le billet? Un buffet médiocre? Parler à Jared Kushner? Regarder Bill Gates s'entourer d'un sombre nuage de tristesse? Au fait, nous n'avons pas photoshopé cette photo. C'est juste l'apparence de Bill Gates maintenant. Mais il n'était pas le seul à être sous un nuage noir à Davos. La crise mondiale de la chaîne d'approvisionnement, l'inflation, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la coûteuse politique chinoise du zéro Covid ont tous contribué à l'ambiance de la réunion de cette année. Et l'ambiance était plutôt noire. Surtout en raison de ce qui arrive à l'un des sujets favoris du Forum économique mondial. La mondialisation. Les chefs d'entreprise préviennent que l'ère de la mondialisation touche à sa fin. Et c'est un énorme problème pour le Forum économique mondial. C'est comme si le brillant avenir heureux que les politiciens et les entreprises ont passé des années à vanter s'écroulait sous leurs yeux. Je vais vous dire pourquoi après la pause. Bon retour parmi nous. L'élite mondiale avait dit que la mondialisation était le ticket pour un monde meilleur. Et comment ont-ils pu se tromper? La mondialisation relie les nations du monde entier par le commerce. Cela signifie que toutes nos économies sont plus dépendantes les unes des autres. D'énormes avantages à cela, selon le Fonds monétaire international. Les avantages de la mondialisation sont en fait très semblables aux avantages de l'amélioration technologique. Ils augmentent la production des pays, la productivité, créent plus d'emplois, augmentent les salaires. En effet, chaque pays peut se spécialiser dans ce qu'il fait le mieux. C'est ainsi que votre iPhone est assemblé en Chine à partir de pièces fabriquées un peu partout. On nous a dit que c'était génial pour les pauvres des pays du tiers-monde. Mais vous savez pour qui c'est vraiment génial? Les sociétés multinationales. En délocalisant dans d'autres pays, les sociétés peuvent produire plus avec moins de ressources. Et cela signifie plus de profit. Grâce à tous ces pauvres gens des pays du tiers-monde. Et il s'est avéré que la mondialisation n'était pas si géniale pour la classe ouvrière des pays riches comme les États-Unis. Nous avons perdu des millions d'emplois. Et nous essayons toujours de trouver un moyen de faire face à cela. Oh, c'est comme si toutes ces élites super riches poussaient un système qui les rendait juste plus riches aux dépens de tous les autres. Maintenant, ce n'est pas possible. Leurs cœurs sont trop grands. Parce qu'ils nous ont fait une promesse encore meilleure. La mondialisation apporterait la paix et la démocratie dans le monde. Cette idée est parfois appelée néolibéralisme. L'idée est que si les pays se mondialisent et se développent,
Ils ne se contenteront pas d'adopter le système économique de l'Occident. Ils adopteront également notre système politique libéral et démocratique. Qui ne voudrait pas être libre et démocratique, si ce n'est tous les régimes autoritaires du monde? C'est dans cette optique que le président Bill Clinton a normalisé le commerce avec la Chine en 2000. Je crois que le choix entre les droits économiques et les droits de l'homme, entre la sécurité économique et la sécurité nationale, est un faux choix. Bien entendu, l'adhésion à l'OMC ne créera pas une société libre en Chine du jour au lendemain. Et ne garantira pas que la Chine respecte les règles mondiales. Mais au fil du temps, je crois qu'elle fera avancer la Chine plus rapidement et plus loin dans la bonne direction. Et qu'elle y parviendra certainement mieux que le rejet. Eh bien, plus de 20 ans plus tard, nous pouvons tous regarder en arrière et convenir que c'était totalement stupide. La mondialisation n'a donc pas apporté la démocratie au monde. Qu'en est-il de la paix? Après tout, si les économies dépendent les unes des autres, cela signifie que nos intérêts se croisent. Et qu'il n'y a aucune chance que la guerre éclate, n'est-ce pas? Pas vrai? Eh bien, l'Ukraine aimerait dire un mot. Nous voyons maintenant l'horrible réalité de la mondialisation se déployer. Des choses comme la sécurité alimentaire, l'énergie et les fournitures de base sont en danger grâce à la façon dont nous avons construit les chaînes d'approvisionnement du monde. Parce qu'il s'avère que toutes ces élites super intelligentes qui savaient que c'était la meilleure façon de gérer le monde se sont fait des illusions. En prétendant que les pays autoritaires ne le sont pas vraiment. Ces dirigeants d'entreprises voyaient le monde fonctionner uniquement par l'économie. C'est pourquoi ils détestent l'idée que le monde revienne à des blocs définis par une alliance politique. Mais cette réaction de l'autruche à la réalité politique est mauvaise. Car si vous pensiez que la mondialisation était formidable pour les entreprises, elle l'est en réalité pour les dictateurs. C'est pourquoi le leader chinois Xi Jinping a défendu la mondialisation à Davos. La Russie a utilisé la mondialisation comme une arme politique. La Chine aussi. Ils utilisent la peur des entreprises de perdre l'accès au marché et aux ressources pour jouer avec elles comme un violon. C'est ainsi que la Chine oblige les entreprises à s'excuser lorsqu'elles parlent des violations des droits de l'homme en Chine. Ou même pour avoir plaisanté sur le Parti communiste chinois. Les régimes autoritaires ont un grand sens de l'humour. Ainsi, le genre de personnes qui vont à Davos n'ont pas seulement pensé que la mondialisation ferait de la Chine une démocratie, ce qui était stupide. Ils se sont également mis sous la coupe de la Chine. Ce qui était encore plus stupide. Mais maintenant, la pandémie et la guerre en Ukraine amènent même l'élite de Davos à réévaluer la mondialisation. Ont-ils appris quelque chose? Plus d'informations après la pause. Bon retour. Le Forum économique mondial a passé des décennies à acclamer la mondialisation. Et maintenant ils se demandent si elle est morte. Ils ont littéralement eu un panel appelé « La mondialisation est-elle morte ?» Et beaucoup de gens voulaient connaître la réponse. Ont-ils mangé de l'humble tarte? Eh bien, vous pouvez regarder le panel en ligne, mais je peux aussi vous donner un résumé rapide. La mondialisation est-elle morte? Là, je ne vous entends pas, la réponse est non. Voilà, je vous ai fait gagner une demi-heure. Bien sûr, le Forum économique mondial ne pense pas que la mondialisation soit morte. En fait, il double la mise. Vous voyez, la mondialisation n'est pas le problème. L'économie mondiale a juste besoin de plus de résilience. Comment pouvons-nous obtenir plus de résilience, plus de mondialisation? Selon le Fonds monétaire mondial en 2020, arrêter la mondialisation ne mettra pas fin aux menaces mondiales mais les amplifiera. Le seul remède est la coopération internationale. Même aujourd'hui, les partisans de la mondialisation affirment que nous avons besoin d'encore plus de collaboration. Comme le fondateur du Forum économique mondial, Klaus Schwab. Nous ne pouvons pas empêcher la guerre en Ukraine. Nous ne pouvons pas empêcher le Covid et ainsi de suite. Mais nous pouvons créer des réponses coordonnées à ces défis. Et c'est ce que nous faisons. Et ces défis nécessitent la coopération des entreprises, de la société civile et, bien sûr, principalement des politiques. Le journaliste a eu le mérite de demander à M. Schwab si Davos avait fait fausse route avec la Russie. Mais n'avez-vous pas besoin d'un moment d'introspection pour vous demander comment cela a-t-il si mal tourné?
Davos, je ne parle pas de vous personnellement, mais de la communauté, a passé des décennies à essayer d'amener la Russie dans la communauté mondiale et à faire partie de la communauté mondiale. Pour que le président Poutine aille littéralement dans la direction opposée et déclenche une guerre. Oui, et nous le regrettons, mais si vous regardez les affaires mondiales, certains développements vont dans la bonne direction. Et même le Forum et même Davos ne peuvent pas empêcher certaines questions de se développer comme nous le souhaiterions. Donc, en gros, pas d'introspection, ce n'était absolument pas notre faute. Il est évident que nous devrions toujours être en charge de l'économie mondiale. Écoutez, je ne dis pas que la coopération mondiale est mauvaise, ou que le commerce mondial est mauvais. Mais il est clair que la façon dont l'élite de Davos traite les régimes autoritaires est mauvaise. L'élite de Davos a passé des années à dire que nous devrions intégrer les autoritaires dans la communauté mondiale. Ils se sont défoulés sur leur propre offre. Et maintenant, la réalité les a frappés au visage. Maintenant, certaines personnes disent que la mondialisation doit simplement changer, devenir plus stratégique. Par exemple, au lieu de délocaliser vos chaînes d'approvisionnement dans des pays comme la Russie et la Chine, faites du friendshoring avec des pays alliés. Donc, le friendshoring c'est en gros, ne travaillez pas avec des dictateurs. Ce qui est généralement un bon conseil de vie. En parlant de bons conseils de vie, le secrétaire général de l'OTAN a déclaré à l'élite de Davos que la liberté est plus importante que le profit, et que les liens économiques avec les autoritaires créent des vulnérabilités. Je suis heureux que quelqu'un ait dit cela à l'élite mondiale, mais aussi, c'est assez triste que quelqu'un ait dû le dire à l'élite mondiale. Et, saviez-vous que les régimes autoritaires qui commettent des génocides et des crimes de guerre peuvent aussi vous entuber dans une transaction commerciale? Les élites de Davos vont-elles écouter? Elles ne le souhaitent pas. Mais les propres actions de la Russie et de la Chine leur forcent la main pour le moment. Je veux dire, la Russie n'a pas été invitée à Davos, mais seulement parce que Poutine a déclenché une guerre. Quand le temps sera venu, vous verrez à nouveau les oligarques russes à Davos, avec leurs after-parties remplis de prostituées russes, parce que Davos ne veut pas prendre de parti politique. Il veut voir le monde comme une grande famille heureuse, avec beaucoup de potentiel de profit. Dommage que des régimes autoritaires comme la Russie et la Chine aient déjà pris parti dès le début. Alors, qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et nous ne pourrions pas réaliser cette émission sans le soutien de téléspectateurs comme vous. Vous pouvez nous aider pour seulement $1 par épisode sur patreon.com/americauncovered ou sur notre plateforme exclusive de médias sociaux sans censure americauncovered.locals.com. Les liens vers les deux sont dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.